prochaine activité, en fait, c'est le parcours digital du citoyen en Tunisie. C'est une activité qui va avoir lieu sous la forme d'un panel et je vais appeler les différents panélistes à venir sur l'estrade. Donc, je demande à Monsieur Hichem Ben Fadel, le CEO de TL Ledger. C'est lui qui va prendre ma place, qui va modérer le panel. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît? Merci. Alors, notre deuxième panéliste, ce sera Monsieur Moustapha Ben Hari, Mesgani, Digital Development, voilà. Trade Facilitation and Public Policy Expert. Alors, notre troisième panéliste, ce sera Sofiane Hemissi, qui est Chief Information Officer at Ministry of Local Affairs. Oups, d'accord. Donc, on va passer, lui, je sais qu'il est là. Monsieur Hanis Kalel, cofondateur de Kaoun. Voilà. On peut applaudir pour lui. Et notre dernier panéliste, Monsieur Shaouki Chehi, directeur général au ministère des Technologies et de Communication. Voilà, Monsieur Chehi. Je pourrais avoir un micro supplémentaire pour... Voilà, ok, superbe. Pardon? Le genre, c'était pas le thème du forum. On l'a abordé juste aujourd'hui. Ben oui, on a une question, mais oui, elles sont. Alors, ça fait drôle ce trou au milieu. Ah, oui, prenez place. Merci beaucoup. Voilà, alors maintenant que tous nos panélistes sont en place, on va regarder, pour introduire un peu ce panel, et pour que ce soit un peu concret dans la tête de tout le monde de ce qui se passe sur le terrain, on va lancer une petite vidéo, un petit film, une animatique, du design motion, comme on dit, pour que on puisse comprendre en fait la problématique du e-citoyen tunisien. Ok? Donc, la régie, s'il vous plaît, vous êtes prêts pour lancer la vidéo? Ok, superbe.
Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'équipe qui a réalisé cette animatique? Alors, bah vous vous êtes reconnus, je pense, vous les Tunisiens. La première partie, j'ai envie de reprendre le poème de Martin Luther King, I have a dream. Comment ça peut se passer vraiment dans le monde parfait. Et la deuxième partie, c'est ce que le e-citoyen vit réellement sur le terrain. Et justement, c'est le thème de ce parcours, le parcours du e-citoyen tunisien. C'est le thème de ce panel. Et je vais laisser la parole donc à monsieur Hichem Ben Fadel qui va reprendre le flambeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc on va parler aujourd'hui de nous. En fait, quel que soit le pays d'où on vient, on a quelque chose en commun tous. On est tous citoyens d'un État. Et donc, justement, si on peut passer la slide d'après. Donc aujourd'hui, on va parler justement du citoyen, du point de vue du citoyen par rapport à l'État. Quels sont ses droits et ses devoirs? Comment il est lié à cet État par le concept de service public? Qu'est-ce que le service public? Et justement, dans cette nouvelle ère dont on vient de parler, que vous connaissez tous, du digital, comment on va faire pour passer dans ce monde digital pour les services publics, comme on a vu dans la petite vidéo. Et j'ai avec moi des éminents représentants de la fine fleur intellectuelle tunisienne. Donc on a 3 couteaux suisses de la connaissance du service public, 2 avec une casquette administrative et 1 avec consultant, qui connaît bien l'administration, de la gouvernance jusqu'au métier, aux fonctionnels, à la technologie. Donc, je vais présenter les éminents collègues et nous avons aussi un jeune entrepreneur qui est CTO d'une grande start-up tunisienne bien connue de vous tous, je pense, qui va nous donner aussi le point de vue de l'autre côté de l'administration sur le service public et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, si Mostafa Mezrani, si Sofiane Hmissi, si Anis Khalel et si Chawki Chihi, je vous laisse nous donner en 1 ou 2 minutes ce qui vous passionne aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, pour que les gens vous connaissent. Si Mostafa. Merci. Mostafa Mezrani, donc comme l'a dit Hichem tout à l'heure, je suis consultant de métier, je vais dire, après 25 ans dans le privé. J'ai fait une immersion de 6 ans dans le secteur public, en tant que conseiller de ministre et en tant que PDG d'une entreprise publique, dont TTN, qui est le fleuron des services publics en Tunisie, pour ne pas dire le seul service public en ligne qui fonctionne. Et donc, juste pour faire court, là je suis de retour dans le secteur privé, juste pour faire court, l'avis que je vais donner tout à l'heure, c'est l'avis d'un consultant qui a fait une immersion de 6 ans dans le secteur public. J'ai eu l'occasion aussi de rédiger différents rapports, dont 2 que je citerai particulièrement dernièrement pour le compte de l'ITES, de l'Institut tunisien des études stratégiques. Un qui s'appelle « L'État, l'administration et le numérique vers un changement de paradigme » et un autre en rapport avec l'administration que j'ai eu l'occasion de rédiger avec Sofiane, qui est une étude prospective sur le numérique dans l'administration. Merci. Si Sofiane. Merci, bonjour tout le monde. Sofiane Hmissi, actuellement je suis directeur général du système d'information au ministère chargé des affaires locales. Donc mon parcours, c'est un parcours de fonctionnaire public, donc tout mon parcours dans le public du ministère des technologies et de la communication, secrétariat d'État informatique et Centre national informatique. Donc actuellement, je travaille sur le roadmap ou le schéma directeur de la numérisation des services des municipalités municipales, donc tous les projets avec les collectivités locales et aussi nous avons au ministère donc, le fameux projet de l'identifiant unique citoyen et le système de l'état civil. Merci. Si Anis Khalel, qu'est-ce que tu fais de beau? Ça dépend du jour. Voilà, je suis Anis Khalel, donc je suis entrepreneur, cofondateur d'une start-up qui s'appelle Kaoun. Donc on travaille principalement sur l'accès aux services financiers au sens général
et sur l'identité digitale comme moyen d'entrer dans le secteur formel pour les gens qui sont auparavant non bancarisés. Donc on se concentre sur les 60% de la population qui n'a jamais eu de compte bancaire. Donc on a des mécanismes qui permettent l'ouverture de comptes bancaires à distance. Avec ça, on développe des outils de paiement qui s'intègrent avec les corps bancaires, et donc on essaye de vraiment mettre les outils de base pour que les services financiers soient accessibles et pour réduire les barrières à l'entrée. Donc tout ça nous a amené aussi à la signature électronique, à quelques projets de télédéclaration fiscale avec l'État l'année dernière, et donc on travaille principalement sur les blocages d'infrastructures qui existent et qui sont pratiquement invisibles pour le citoyen, mais qui sont très importants à résoudre immédiatement, je dirais. Voilà. Merci. Si Chaoukri, qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui dans l'administration? Donc en fait, je viens de rejoindre le ministère des Technologies et de la Communication depuis juillet 2021, à la tête d'une direction générale des technologies de la communication et en même temps directeur du projet GovTech de transformation digitale des services publics orientés aux usagers, au profit essentiellement de 3 secteurs qui sont la fonction publique, l'éducation et les affaires sociales. J'ai eu une expérience au ministère de la formation professionnelle de l'emploi depuis déjà 2003 et espérons bien qu'à la tête de ce projet au sein du ministère d'éthique, on essaiera d'instaurer un petit changement dans les secteurs de l'éducation et les affaires sociales essentiellement. Merci. Très bien. Donc on va passer à peu près 30-40 minutes de débat et après on va donner la parole à la salle pour les questions. Donc je vais placer un peu juste le sujet. Donc on parle de citoyens. Donc comme vous voyez, le citoyen a des devoirs et des droits civils, donc droits et devoirs par rapport à l'État. On parle ici d'un État. Nous avons tous des États desquels nous dépendons et ces États doivent assurer, donc comme la définition le dit, des activités d'intérêt général au bénéfice des citoyens qui doivent être assurées par la puissance publique. Donc c'est toujours bien de revenir aux définitions pour comprendre que comme on est dans une phase très politique en Tunisie, donc c'est toujours bien de revenir aux sources du sujet. Aujourd'hui, les services publics, on peut en dénombrer dès le réveil le matin jusqu'à ce qu'on se couche le soir. Tout citoyen fait face à ses droits et devoirs par rapport à l'État, aux services publics. On peut voir ici l'action sociale, la culture, le sport, les loisirs, le commerce, l'entreprise, les déplacements, le transport, l'environnement, l'état civil, les élections, les papiers, la famille, la scolarité, l'habitat, la propreté, la vie associative, la fiscalité, la santé. Donc tout ce qui nous concerne du matin jusqu'au soir passe par les services publics. Donc comme on a vu dans la vidéo, si les services publics fonctionnent bien, ça contribue au bonheur du citoyen, ce qu'il y a aussi ici dans cette définition. Et donc c'est très important pour l'État d'un pays d'avoir des services publics qui fonctionnent. Juste pour finir sur cette slide et schématiser un peu de quoi on va parler, c'est pour ça que nous avons des éminents spécialistes. D'un côté, vous avez le citoyen qui a une identité et une caisse, pour simplifier. De l'autre côté, vous avez l'État qui doit assurer des services et qui a des caisses dans lesquelles il y a de l'argent. Et ils doivent échanger des choses à travers des guichets. Alors les guichets, qu'ils soient physiques ou en ligne, c'est juste une manière de transacter, d'opérer. Alors, le citoyen doit donner son identité pour recevoir un service qui est justifié par un document. Et souvent, ce service, où il y a un paiement, s'il n'est pas gratuit, mais souvent il y a un paiement, quelque part, même si le citoyen ne paye pas. Et il y a souvent aussi des versements que l'État font à ses citoyens. Donc, si on simplifie ce sujet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des spécialistes de tous ces éléments. Nous allons parler sur ces 4 éléments-là. Je vais commencer par la première question. Quels sont les premiers...
Je me présenterai à la fin. Si je fais bien la présentation, je... Ouais. Donc la première question, d'après vous, si Sofiane, et d'ailleurs vous avez fait une enquête au ministère des collectivités locales sur le point de vue du citoyen par rapport à ces services publics. Il les veut simples, rapides et proximité. Est-ce que vous pouvez nous parler des problématiques actuelles et des principes clés justement de la digitalisation des services publics? Merci Hichem. Donc c'est la question, en fait, ça pourrait prendre 10 heures pour parler des problématiques des services en ligne pour les destinés aux citoyens. Donc en fait, nous au niveau du ministère de l'Affaires locales, comme vous venez de dire, donc oui, on a lancé une enquête, mais ça fait maintenant plus qu'une année, pour voir deux choses. Est-ce qu'on a le préalable nécessaire au niveau de nos municipalités pour ce grand chantier, et aussi quelles sont les attentes des citoyens, et bien sûr, à partir de ces deux points, quelle roadmap ou quelle approche ou quelle stratégie à adopter vraiment pour surpasser tous ces problèmes-là. Pour les attentes des citoyens, en fait, je ne veux pas dire de nouveau, principalement, le citoyen n'a pas envie d'aller physiquement à l'administration. Donc, il souhaite bien sûr faire toutes les procédures, soit à distance, etc. Aussi, le citoyen a besoin, il réclame, il demande plus de transparence de la part de l'administration. Qu'est-ce que ça veut dire de transparence? En fait, il doit savoir de quoi elle a besoin de l'administration, quel est le process pour la prise de décision au niveau d'une administration. On a trouvé, par exemple, si je prends un des services les plus demandés par les citoyens, la demande de permis de bâtir, par exemple, on a trouvé que deux municipalités dans le même gouvernorat, ils ne demandent pas les mêmes pièces pour le même service. Donc, ils demandent à chacun une constitution d'un dossier, pourtant que la réglementation ou le texte de loi est unique pour tout le monde. Donc un problème de standardisation. C'est un problème même de transparence. Parfois, on demande des justificatifs et on demande des pièces auprès des citoyens qui ne figurent nulle part dans des textes ou des manuels de procédure. Le citoyen, quand on lui refuse une demande, il a besoin de savoir pourquoi. Actuellement, parfois, on n'est pas capable de répondre. Pourquoi on a refusé cette demande? Et aussi, le citoyen ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit faire après. Donc, c'est principalement, si je résume ces demandes-là, donc plus de transparence, plus d'efficacité et bien sûr de vitesse de traitement, et bien sûr tout cela, il n'a pas envie de le faire en présentiel dans les administrations. Ça, c'est ce que je peux en fait conclure des résultats, des questions en relation avec les besoins. Les services les plus demandés par le citoyen, bien sûr, tous les services de l'état civil viennent à la tête des demandes. Les services de l'urbanisme, du permis de bâtir, du permis d'occupation de la voie publique et tout cela. Aussi, toute la partie paiement des taxes et de redevances en général, il se contacte avec les recettes des finances et tout cela, donc il vient en troisième place. Pourquoi tous ces services ne sont pas encore digitalisés? Quel est le problème? Oui. Quel est le problème? Je peux dire que peut-être je peux vous surprendre un peu. Donc, tous ces services-là, donc il y a des projets, il y a même des plateformes qui ont été développées, réalisées, restées, réceptionnées, mais soit n'ont pas été mises en place, soit ont été mises en place, mais l'utilisation est très en fait, en deçà de nos attentes. Je pense que le premier problème, c'est un problème de non-adaptation du cadre légal et réglementaire.
c'est en fait, généralement, on a l'habitude de numériser ou informatiser, et utiliser le mot que vous voulez, donc un service, mais aucune révision du process n'est procédée. Toujours, je pose la question. C'est une bonne question là. Est-ce qu'il vaut mieux digitaliser le process existant pour donner un service plus simple aux citoyens, ou est-ce qu'il faut passer déjà par un re-engineering de tous les process et les réglementations pour avoir des services bien, mais dans 10 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas utiliser en fait un peu de pessimisme. Je pense que, d'après ce que je constate, la majorité, pour ne pas dire la totalité, de nos projets aujourd'hui dans le secteur public de numérisation, c'est une digitalisation de la bureaucratie. Donc on est en train de faire toute la partie technique, de digitaliser des services, mais généralement on ne touche jamais au process. Actuellement, donc toujours on dit, on trouve dans les statistiques qu'on a actuellement plus que 300 services en ligne, secteur public confondu. Durant ces 10 dernières années, combien de services a été révisé et modifié dans le système SICAD, qui est le référentiel du texte du service public? Le résultat est 0. Donc, je pense qu'un service en ligne qui n'est pas précédé par une révision du process, c'est un fiasco du premier jour. On y reviendra, ça c'est un des points importants. Ça c'est un point le plus important. Deuxième problématique pour les services, un service en ligne, ce n'est pas l'affaire de la DSI. Un service en ligne, ce n'est pas l'affaire de l'informaticien. Un service en ligne, ça devrait être une vision et un choix stratégique du premier responsable de l'organisme public. Un problème de gouvernance, donc. C'est un problème même, c'est plus que la gouvernance, c'est un problème de conviction, c'est un problème d'alignement entre ce qu'on devrait faire, quelle est notre politique IT ou notre politique numérique par rapport à la stratégie de l'organisme. Aujourd'hui, je trouve des stratégies, que ce soit au niveau des municipalités, même au niveau des ministères, même au niveau du pays, mais on traite le numérique et on traite tout ce qui est digitalisation comme étant peut-être des activités de support et des activités d'accompagnement d'un programme de réforme. Ce que devrait être, c'est que le numérique ou les outils numériques sont une solution pour les réformes. C'est une partie intégrante des programmes de réforme. Je trouve aujourd'hui, donc généralement, on trouve des plans, des stratégies, et là, généralement, le dernier paragraphe, c'est numérisation de l'administration. Donc un problème de priorisation. Donc c'est un problème de priorité, un problème de conviction. Est-ce que le premier responsable de cet organisme il croit que le numérique est une solution pour ces problèmes de management ou pas? Donc, je ne veux pas citer des exemples, mais les exemples relativement réussis dans l'administration, durant les 3-4 dernières années, ce sont des projets qui ont été menés directement par les premiers responsables de la structure. Très bien, si Sofiane, on reviendra. Si Chaouki, qu'est-ce que vous pouvez rajouter au problème donc, de re-engineering des process et de réglementation, gouvernance, priorisation qu'a cité si Sofiane, de votre point de vue? Donc en fait, ce qu'on est en train de faire lors des dernières années, c'est de développer des services en ligne d'un angle de vue de l'administration. Et je crois que dans aucun cas, on n'a pas été mis à la place du citoyen. Donc je crois que premièrement, on devra se mettre à la place du citoyen pour pouvoir tracer ce parcours dans ce qu'on a appelé un parcours digital, pour pouvoir tracer déjà le parcours existant du citoyen pour être servi à la fin, afin de mettre en place ce parcours digital. Donc ça, c'est la première... un problème fonctionnel, donc, voilà. de design des services. Voilà. Donc on a besoin, bien sûr qu'on aura besoin de réviser et de faire de la réingénierie des process, parce que là on aura... Mais ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de faire le réingénierie des process?
C'est obligatoire, je crois, parce qu'en fait, on va changer notre méthode de travail, notre méthode pour servir le citoyen. Donc, je crois qu'on doit réviser nos procédures. Quelque part, on va essayer d'éliminer des obstacles là où on est en train de fonctionner par rapport à notre relation citoyen. Et je crois, de l'autre côté, on est en train de vivre une distance au changement énorme. Donc, conduite du changement aussi, c'est un problème. Tout à fait. Décidément, il y a beaucoup de problèmes. Merci, Chawki. Yanis, sur l'identité et les paiements, donc les versements et les paiements, c'est quoi les problèmes qui existent aujourd'hui en Tunisie? Les problématiques clés? Bon, pour simplifier, généralement, c'est des problèmes d'infrastructure. Donc, réellement, on a tendance à lancer parfois des plateformes qui ne sont pas prêtes ou qui n'ont pas été testées avant leur date de lancement à petite échelle. Et donc, le résultat, généralement, c'est lié à des deadlines. Et donc, on n'a pas de timeline de développement précise avec des dates de lancement annoncées avant des années. Et ça, on peut réellement résoudre cette problématique. Mais réellement, cette instabilité d'infrastructure va résulter en une première expérience d'utilisation négative. Et c'est là la première problématique de conduite au changement. Donc, l'adoption de ce genre de solutions est étroitement liée à la première utilisation de ces plateformes digitales. Donc, si on veut vraiment démocratiser l'accès, et on parle ici de justice parce que la facilité d'accès à la plateforme digitale peut remplacer l'ouverture de plusieurs autres entités physiques pour arriver au client final qui est dans des zones aujourd'hui exclues ou bien qui n'a pas la même qualité qu'un autre citoyen dans de grandes villes. Donc si on arrive à ça, réellement, on a besoin de bien planifier l'infrastructure et de penser non seulement au lancement de cette plateforme, mais aussi à sa maintenance. Et là, on a vraiment des soucis qui résultent en une problématique réellement. Je donne l'exemple de l'identité, car on a eu l'expérience lors du confinement l'année dernière. Et on a facilité l'accès à la télédéclaration fiscale pour des milliers de personnes lors de la crise de Covid, mais l'infrastructure était aussi instable car le déploiement était rapide. Et là, on a des soucis parce que si on perd un client, regagner la confiance de ce même client devient infiniment plus compliqué. Sur l'infrastructure de l'identité digitale en Tunisie, est-ce que vous voyez des problèmes ou est-ce qu'il y a déjà un minimum avec lequel on peut travailler? Alors, donc, ce qui est Même intéressant, question c'est que, pour les paiements. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que sur l'identité digitale, on a vraiment une réglementation qui date des années 2000. Par exemple, sur la signature électronique, on a réellement une base sur laquelle on peut On a aussi un produit de TuneTrust qui s'appelle Digigo. Exactement. Donc, Moi, je suis toujours de l'avis qu'on doit multiplier les expériences. Donc, on doit encourager plus de solutions. Donc, un problème de centralisation. Entre autres. D'accord. Mais aussi, la complexité devient une complexité d'accès à soit des bases de données centrales de vérification, et là c'est un problème de collaboration à grande échelle, soit en PPP, soit autre chose, pour arriver à vérifier les données et les identités de personnes. La fameuse carte d'identité, elle pose problème elle-même parce qu'il n'y a pas de DMZ, il n'y a pas d'information avec une vérification robuste. Donc nous, par exemple, on a déployé beaucoup de solutions algorithmiques de vérification, mais on a toujours besoin d'une collaboration à grande échelle pour vraiment arriver à déployer des solutions. Et sur les paiements? Sur les paiements. Sur les paiements, réellement, il y a un problème. On fait la liste des problèmes, donc allez-y. Hein. Mais là, je suis obligé de les nommer un par un.
réellement, c'est un problème historique. Aujourd'hui, l'adoption de la carte n'était pas une expérience très réussie. On a constaté aujourd'hui que moins des 10% des Tunisiens ont utilisé une carte pour une transaction monétique. Le taux de bancarisation n'est pas très important non plus, mais le problème d'utilisation, surtout en ligne, est très faible parce que les gens ont des cartes épargne et la majorité des transactions, c'est des transactions monétiques de cash-out en DAB. Donc, il y a un travail réellement sur l'amélioration déjà des outils. On dit souvent que le citoyen préfère le cash et le citoyen ne veut pas adopter d'autres solutions. Réellement, s'il y a des solutions à grande échelle utilisées en masse qui ont une expérience nettement supérieure à l'expérience de cash, on arrivera au moins à avoir un équilibre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci. Donc, Simon Stfa, donc des problèmes de gouvernance, de priorisation, de standardisation, d'infrastructure, de conduite du changement. Donc, la liste est longue. Est-ce que vous allez en rajouter ou, d'après vous, quels sont les problèmes de la digitalisation du service? Merci. En réalité, plus la liste est longue, plus la marge de manœuvre est intéressante. Et plus la capacité et les possibilités de progression sont importantes. Et c'est ce qui est très, très important. Ce qu'on est en train de parler, je pense qu'on partage tous ça, aussi bien tunisiens que nos invités, ayant travaillé sur beaucoup de projets en Afrique subsaharienne. Je sais que 90% des problèmes dont on est en train de parler sont communs à tous nos pays. Dans l'introduction que tu as proposée, que tu as présentée, tu as parlé de citoyens. Désolé, nous n'avons pas de citoyens. Nous avons une administration et des administrés. Et nous avons... Merci. Et nous avons des administrés qui sont au service de l'administration et non pas une administration qui est au service du citoyen. Vous ne voulez pas parler politique? Non, je ne parle pas politique. Et ça fait d'ailleurs l'objet d'un des rapports dont j'ai parlé tout à l'heure, l'État, l'administration et le numérique vers un changement de paradigme. Et justement, le problème est là. Si on va numériser avec l'approche qu'on a actuellement, on va avoir un garbage in, garbage out. On va obtenir exactement le même résultat et on va rendre les choses encore plus complexes. Et d'ailleurs, on le retrouve. Anis a parlé de la télédéclaration. La télédéclaration a été faite pour rendre service à l'administration et pour que l'État puisse encaisser le montant des déclarations mensuelles pendant la période Covid. D'ailleurs, dans ta présentation, tu avais mis une caisse au niveau du citoyen et des caisses au niveau de l'État. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de caisses au niveau de l'État qu'il faut alimenter. Et donc, on pompe. Ce qui s'est passé, ça a été mis en œuvre, mais même la procédure pour adhérer à ce système de télédéclaration, etc., c'est une procédure purement administrative. Et en plus, il faut aller faire signer un document de la banque, document papier, s'il vous plaît, on ne peut même pas l'envoyer en document signé électroniquement alors que la signature électronique est reconnue. Et il faut par la suite emmener la demande au service de contrôle fiscal pour qu'il l'accepte, pour revenir le lendemain, prendre un login et un mot de passe, alors que tout ça aurait pu être fait en numérique. Donc, on est resté avec la même approche, un administré qui est au service de l'administration. Et on restera toujours dans cette philosophie-là ou dans cette approche-là où on va numériser pour faciliter le travail de l'administration et non pas pour faciliter la relation entre le citoyen et l'État. Et donc, c'est là où il faut opérer vers un changement de paradigme et partir vers le fait qu'on a un citoyen, une administration et un État qui doit être au service du citoyen. Et donc, on va numériser avec cet esprit-là. Et de toute façon, quand on va numériser avec cet esprit-là, on va faciliter le travail de l'administration inéluctablement. Un autre point rapidement, c'est que jusque-là, quand on parle numérisation au niveau des responsables, on présente le numérique comme ayant pour objet de lutter contre la fraude, de limiter, je dirais, des fraudes, des problèmes de ce genre-là, alors que quand on va parler à quelqu'un à l'administration pour lui dire on va mettre en place des applications et un nouveau système d'information pour limiter la fraude, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train de voler. C'est vous qui êtes en train de frauder et c'est vous qu'on veut contrôler. Et à partir du moment où vous dites à quelqu'un on va numériser pour vous contrôler, soyez sûr
qu'il va refuser d'office tout ça. Et ça, ce n'est pas la bonne approche pour le faire. On revient au problème de leadership que Sofiane a mentionné tout à l'heure et à juste titre. Avant 2011, quand on avait un grand projet de numérisation au niveau de l'État, entre autres TTN, ça devient un projet présidentiel. Et à partir du moment où c'est un projet présidentiel, tout le monde se plie pour travailler pour que ce projet réussisse. Le président fait un suivi régulier, les ministres font un suivi régulier, les directeurs généraux font un suivi régulier, etc. Et si on a ce leadership-là, qui est convaincu du numérique, ce qu'on n'a pas eu après, qu'on soit clair, qui est convaincu du numérique, il va pouvoir convaincre tous ceux qui travaillent sur le projet pour pouvoir travailler dans un seul but et faire aboutir le projet. Nous, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu même, allez, je vais citer le cas d'un ministre qui était ministre en 2010, qui suivait les projets de numérisation et qui faisait des réunions tous les samedis pour voir où est-ce que ces projets sont arrivés, qui, quand il est redevenu ministre par la suite, après 2011, a tout fait pour casser les projets de numérisation. Et je suis clair sur ce que je dis, et c'est ce que je veux dire. Il a tout fait pour casser les projets de numérisation. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être et qui ne devrait pas de faire. Juste pour terminer, on a parlé d'inertie sur la présentation tout à l'heure. Vous avez parlé d'inertie versus routine. L'entreprise privée, si elle ne numérise pas, et on a parlé de résistance au changement, c'est vrai que la résistance au changement est un handicap. Maintenant, la résistance au changement, on ne doit pas la déclarer, on ne doit pas la découvrir au moment où on met en place le projet. On doit la prévoir. Ce n'est pas un aléa, c'est quelque chose qu'il faut prévoir à l'avance et l'inclure dans notre projet. Et l'entreprise privée, si elle ne numérise pas, elle meurt. Mais l'administration ne meurt pas. L'administration continuera à fonctionner. Les fonctionnaires continueront à avoir leur salaire, et je m'excuse pour les fonctionnaires qui sont là, mais je sais que les informaticiens en général poussent pour informatiser, mais derrière, il y a des gens qui refusent en tant que métier parce qu'on ne les a pas sensibilisés, parce qu'on ne leur a pas expliqué de quoi il s'agissait, et parce que, j'y reviens, il n'y a pas un leader qui est là pour dire voilà ce qu'on va faire et voilà où est-ce qu'on veut arriver. Merci Mostafa. Bon, donc tu as complété l'image qui n'est pas encore très belle, donc encore des problèmes politiques et des problèmes stratégiques en plus de ce qui a été cité. Donc mais là, si on fait le bon diagnostic. Voilà, donc là on a une liste de problèmes qui semble énorme. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pas entendu, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème de capacité à faire, donc ça c'est déjà positif, hein, il faut construire sur ça. En tout cas, vous ne l'avez pas cité, peut-être. En tout cas, ils ne vous viennent pas à l'esprit en premier, donc c'est déjà quelque chose de positif. Donc beaucoup de problèmes, mais en même temps, quand on y pense, on se dit, on va rester encore 10, 15 ans à faire la même chose et avoir des choses qui ne sont pas utilisées. On a vu en même temps, pendant le Covid, le système EVAX, on peut dire globalement que c'est un succès, et ça a permis de vacciner des millions de personnes, et ça a été fait en un temps record, avec beaucoup d'éléments techniques, d'organisation. Donc on est capable de faire des choses. Donc la question maintenant, avec tous ces problèmes qu'on a cités, quelles sont d'après vous les solutions, donc les principes clés des solutions, les priorités en termes de solutions. Si Sofiane a parlé tout à l'heure déjà de re-engineering, et surtout j'ai une question que je vous poserai juste après pour compléter sur les solutions. Donc si Chaouki, avec tous ces problèmes que vous avez entendus, quelles sont d'après vous les 3 solutions les plus importantes, les prioritaires? Donc, tout d'abord, je crois que la transformation digitale, ce n'est pas une affaire de technologie, c'est une affaire de stratégie, comme Mostafa l'a déjà mentionné
tout à l'heure. Donc, je crois que la transformation digitale, déjà la crise de Covid nous a montré que si la volonté y est, donc on pourra atteindre nos objectifs. Donc c'est une question tout d'abord de stratégie, deuxièmement de volonté, ça en premier lieu. En deuxième lieu, la brique de base, je crois, la brique de base pour la transformation digitale. Mais qui est-ce qui doit avoir la volonté et qui doit faire la stratégie? Parce que là, on a entendu parmi les problèmes, c'est que justement, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de stratégie. Donc normalement, c'est le rôle de qui? C'est le rôle du gouvernement. Donc le gouvernement est responsable. Tout à fait. Donc on aimerait bien développer des services au profit. Donc une des solutions, c'est une prise en main par le gouvernement. Tout à fait. D'accord. Deuxièmement, la brique de base, je crois, pour développer tous les services au profit du citoyen, c'est essentiellement l'identité du citoyen. Ça, c'est la brique du base. Donc, le premier projet qui doit être mis en place en premier lieu, c'est l'identité numérique ou l'identité digitale du citoyen. Dans l'absence de ça, on ne pourra plus développer des services au profit du citoyen. Mais il y a Digigo aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant, pas assez Digigo n'est pas mis à la disposition de tout le monde. Donc si il y a un problème d'adoption. Voilà. Donc l'identité numérique du citoyen, ça doit également être conforme avec l'identité actuelle. Donc le citoyen, il est appelé à présenter une carte d'identité là où il va pour bénéficier d'un service. De la même manière, il devra également avoir une identité numérique. Mais justement, si on parle des VAX, il y a des millions de Tunisiens, et avec les bases aussi des élections. Tout le monde est fiché. Il y a les informations de santé, on a tous rempli des formulaires. Il y a les bases de cartes d'identité, donc ce n'est pas un problème technique. C'est quoi le problème? Ce n'est pas un problème technique, oui. Donc justement, quel est le problème et comment le résoudre? Quelle est la solution? Je l'ai déjà expliqué, donc la solution, c'est de mettre en place un identifiant digital ou un mobile ID, par exemple, pour le citoyen, pour bénéficier d'un service administratif auprès de l'administration, là où il va. Donc il aura son identité avec lui, là où il se déplace, où il aura besoin de s'identifier, de s'authentifier auprès de l'administration pour récupérer de l'information ou de documents ou autres. Donc, c'est ça, pour que je comprenne bien, donc c'est différent du Digigo ou de l'identifiant unique du citoyen, c'est autre chose. Tout à fait. D'accord. Bon, on pourra en parler après. Si Sofiane, quelles sont d'après vous les solutions justement à cette liste de problèmes dont on a parlé? Bon, juste peut-être avant de répondre, juste pour confirmer ce qu'a dit Chawki, côté infrastructure, côté base de données, etc., réellement, on n'a pas de problème. Jusqu'à la date d'hier, juste pour un chiffre, nous avons la base de données, le registre national de l'identifiant unique, nous avons 15,7 millions d'identifiants. Bien sûr, pourquoi 15? Parce qu'on maintient les informations concernant le citoyen 30 ans après le décès. Donc les bases, d'ailleurs, on arrive aujourd'hui facilement à offrir ou à résoudre les problèmes d'identification des citoyens pour les services J2J. L'expérience qu'on a vécue, par exemple, avec le ministère de l'Éducation, qui cette année, c'est à sa 3e année pour l'inscription totale des élèves, 2,1 millions d'élèves, donc avec une inscription en ligne, zéro papier, zéro... En fait, totalement en ligne, et il utilise directement le registre de l'identifiant unique citoyen, qui est à jour, étant donné qu'il est lié directement à l'état civil. Le problème, quand on sort pour un service, pour le citoyen qui doit s'authentifier, ça c'est un problème d'authentification.
c'est vrai, il y a Digigo. On a essayé nous-mêmes dans des projets au niveau pour le paiement des taxes, etc., avec Digigo, mais le modèle n'est pas, bon, c'est un avis personnel, le modèle aujourd'hui n'est pas adapté pour un service pour Monsieur Tout le Monde, donc il faut le revoir. Techniquement, il n'y a pas de problème, mais le modèle. Pour revenir à votre question, en fait, quelles sont les solutions? En fait, il n'y a pas une réponse miracle ou une solution miracle, mais je peux citer 3 propositions ou trois réponses. Premièrement, côté politique, et on doit en parler, le numérique doit être qualifié, doit être désigné comme étant une solution, une priorité pour la réforme de l'État, pour ne pas dire réforme de l'administration. On ne fait pas une réforme de l'administration et après on va penser au numérique et on va mettre en place des services. Si le numérique n'est pas au cœur de la transformation de l'administration en réforme administrative, ça reste un dossier technico-technique et un sujet de débat entre DSI. Ça, c'est le premier point. J'ai une question. Est-ce que c'est plus facile de réparer ce qui existe ou de faire du nouveau à partir d'une feuille blanche? Ça dépend du domaine. Il y a des domaines, là on a du grand acquis, donc on ne peut pas faire table rase, mais pour les services, pour la majorité des services, oui, l'idéal c'est partir from scratch. D'ailleurs, c'est ma deuxième proposition de mesure, c'est d'oublier cette question des grands projets et des grandes réformes, etc. et donner la priorité à des success stories ou des quick wins et des projets petits, et la petit vient en mangeant, donc au fur et à mesure. Donc en termes techniques, c'est penser agile. Commencer par des petites choses et aller vers... Mais aujourd'hui, surtout ces 10 dernières années, les grands projets, c'est un fiasco total. Troisième peut-être proposition en mesure, c'est repenser la manière de demander le service et la manière de travailler avec les prestataires de services. Aujourd'hui, le modèle actuel de l'administration demandeur d'un service et une société de services numériques qui va développer le service et l'offrir à l'administration, ça c'est un modèle caduc. Il faut penser à une autre relation entre l'administration et les prestataires de services et les startups. Aujourd'hui, tout à l'heure on parlait en off, en tant que ministère des Affaires locales, j'ai des besoins, j'élabore des cahiers de charges, mais je sais qu'il y a des startups qui ont des solutions qui répondent parfaitement à mes besoins. Je n'ai aucun moyen, ni légal, ni réglementaire, ni d'acheter ou d'avoir un contrat avec cette startup. Je peux travailler avec une association, mais gratuitement, mais je n'ai aucun moyen de demander un service au prix de start-up. Bien sûr, je peux le faire en respectant la réglementation, donc je peux inviter CICM dans mon bureau, connaître sa solution, comment vous avez fait, qu'est-ce que tu utilises, etc. Et je prépare un cahier de charge et je lance un appel d'offres. Et certainement, c'est pas lui qui va prendre qui va gagner l'appel d'offres. C'est juste un exemple. Hein. C'est juste un exemple. mais c'est la réalité des choses. La réalité des choses. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on a eu des success stories au niveau de l'IVAX, au niveau de la période Covid? Vous avez cité IVAX, mais je peux citer au moins 2-3 autres services. Parce qu'il y a eu une synergie positive entre l'administration et un ensemble de start-up et de sociétés tunisiennes qui ont travaillé ensemble sur un besoin plus ou moins clair et a été clarifié au fur et à mesure. Mais pourquoi ne pas dupliquer cette expérience pour les autres projets? Tout simplement parce qu'ils ont travaillé volontairement et gratuitement durant la période Covid. Tout est gratuit, quand on va passer à une échelle de contrat et contractualisation, non monsieur, désolé, hein, il faut passer par ça, par ça et par ça. Donc ça, c'est un grand problème. Donc le mode d'achat public des projets de numérisation commandes publiques, je dirais les commandes publiques. Les commandes publiques avec ces trois vecteurs. Bon, les concessions n'est pas concernées généralement par les concessions, mais cette question de PPP, pour ne pas le qualifier d'autre chose, c'est pas le moment. Donc cette question de PPP, on a eu un texte depuis 2016-2015.
mais zéro projet digital en PPP, à part le contrat de Microsoft. On avait un texte dédié à l'informatique un texte PPP dédié à l'informatique de 2007, d'accord? On l'a supprimé en 2016. Mais pourquoi on ne les utilise pas, justement? Pourquoi on ne les utilise pas, ces textes? Parce que, bon, pour résumer, c'est un texte qui a été conçu pour répondre à une demande de la Banque mondiale. Si vous ne faites pas ce texte, il n'y a pas d'encaissement de telle ou telle tranche du budget. Donc voilà, vous voulez un texte, voilà le texte, on va le faire. Et c'est un texte qui a été fait par des spécialistes du domaine du bâtiment. Donc je connais un peu les équipes qui ont travaillé, à part peut-être c'est Mostafa en une partie, etc. Je ne connais pas des spécialistes du domaine du numérique mais aujourd'hui, quand on vous dit si vous avez une offre spontanée, donc j'ai une idée que je vais présenter à l'administration, donc je dois faire un appel d'offres et je vous donne un bonus de 20%. Est-ce que ça, c'est un PPP? Alors que la base du PPP, il est basé sur les initiatives des idées. Donc si l'idée ne vient pas de l'administration, donc il n'y a pas de PPP. Et s'il y a un PPP, il faut monter une société dédiée au projet pour vivre. Est-ce qu'il y a un produit, une société qui peut vivre d'un seul produit? Et l'autre axe de commande publique, c'est cette fameuse question des marchés publics. Aujourd'hui, je peux dire que le texte n'est pas le problème au niveau du texte. Franchement, hein, tous les exercices faits pour réviser le texte n'ont pas trouvé grand-chose à changer. Le problème, c'est en fait la paralysie totale de prise de décision. Aujourd'hui, si je fais des initiatives non conventionnelles ou des méthodes non conventionnelles pour classifier les gens, etc., automatiquement, je serai un corrompu. Et vous allez trouver 36 000 pages Facebook qui vont m'insulter, étant donné que ce monsieur l'a donné le marché à son copain. Très bien, c'est Sofiane. Donc c'est une question de confiance, etc. Ouais. Donc si je n'ai pas les garanties que en fait, les nouvelles réflexions vont être appréciées, vont être respectées, je vais apprécier ça importe peu. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler comme mes collègues d'avant. Donc, si on va faire quelque chose comme les autres, personne ne va nous reprocher quelque chose. Donc, c'est pour cela, même le texte aujourd'hui me donne la possibilité de faire une classification technico-financière. Moi, je ne veux pas le faire. Moi, je vais faire comme tout le monde, moins 10 ans. Et personne ne va me reprocher quelque chose. Mais si je fais différent, on paiera la facture, certainement. Merci. Si Mostafa, quelle est la solution à ces problèmes d'hypocrisie au niveau des achats, ces problèmes politiques, ces problèmes de confiance, ces problèmes de stratégie dont vous avez parlé? Vraiment, là, quelles est, d'après vous, vraiment les solutions de fond auxquelles il faut s'atteler dès aujourd'hui pour ça? Donc là, on touche vraiment le fond du problème. Ce n'est pas un problème d'hypocrisie dans la gestion des marchés. Tu aussi, Hichem, dans une multinationale, parlons d'un privé, dans une multinationale, vous êtes DSI, vous devez acheter, une étude. Vous devez acheter une étude, voilà, vous devez acheter une solution informatique. Quand vous achetez SAP, je m'excuse de citer une marque, quand vous achetez SAP, protection de l'identité personnelle. Hein. Et que derrière, ça ne marche pas. Personne ne vous reprochera d'avoir choisi SAP. Personne. Mais vous choisissez une petite entreprise qui a une solution qui est beaucoup plus adaptée, qui correspond mieux à vos besoins et qui est capable de déployer cette solution. Et pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui ne marche pas, un tout petit truc avec un service, tout le monde vous reprochera d'avoir choisi ce produit-là. Donc comment protéger les cadres de l'administration? Dans l'administration, c'est la même chose. L'administration, c'est le respect de la procédure qui prime. Ce n'est pas l'obligation de résultat, c'est l'obligation du respect de la procédure. Donc, tant que je respecte la procédure, quel que soit le fournisseur qu'on va récupérer, qu'on va obtenir, quelle est la ça solution? marche, ça marche pas, etc.
personne ne me reproche Comment pas de l'avoir sortir de choisi. ce cercle vicieux, Simon? On sort de ce cercle vicieux-là à partir du moment où il y a des textes qu'il faut changer naturellement et au moment où on met en place de bonnes pratiques pour pouvoir passer ces marchés-là. J'ai personnellement réalisé une étude sur les marchés publics. On est en train d'amender les cahiers des clauses administratives générales au niveau des marchés publics, mais j'ai fait toute une étude en amont sur la passation de marché, etc., qui a été remis à la ECOP. Il y a des éléments qui rentrent dans le CCAG qui, j'espère, seront bientôt mis en place. Il y a d'autres éléments qui sont en rapport avec le marché sur lesquels il va falloir travailler pour aussi sensibiliser. Et les DSI ici doivent aussi savoir qu'il y a différentes méthodes, parce qu'il y a différentes méthodes de passation de marché en train d'utiliser les marchés à deux phases. On va faire une présélection, on peut rentrer directement en négociation avec les soumissionnaires, etc. Ce sont des choses qui existent dans le texte et qu'on doit mettre en œuvre, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus par la suite. C'est juste deux points rapides. On a au niveau justement de l'informatisation du public, il y a une expérience qui a été mise en place à un certain moment, mais qui a été mal mise en place, à mon avis, ou qu'on a voulu mettre en place, qui est le DSI de l'État. Le DSI de l'État, mais il devait être mis au niveau du ministère des Technologies de la Communication. Je suis désolé, j'ai été au sein du ministère conseiller au sein du ministère des Technologies de la Communication et d'autres ministères. Si on veut informatiser, numériser l'administration, il faut aller vers un organe qui gère ça au niveau de la présidence du gouvernement. Et comme l'a dit ici Chihi, c'est le rôle du gouvernement. Et on a proposé de mettre en place un haut commissariat à la numérisation de l'administration, tout à fait, au niveau de la présidence du gouvernement. Le deuxième point qui est important, qui a été soulevé, mais sur lequel Siani s'est passé rapidement, et Sofiane aussi, c'est le problème de confiance. Le problème de confiance, il est important. Très important. Dans quel sens? Il a dit, on perd un client à Nice tout à l'heure. En réalité, quand il n'y a pas de confiance, malheureusement, en tant qu'administré, l'administration ne peut pas me perdre en tant que client, parce qu'elle ne me considère pas en tant que client et parce que j'ai un texte qui m'oblige à faire ma télédéclaration. Maintenant, quand on a un problème au niveau de la NCE, parce qu'on a perdu une base de Digigo, tu as parlé de Digigo tout à l'heure, quand on a perdu une base de 3 ou 4 mois de Digigo, et qu'on coupe ce service-là, et que je n'ai plus le droit de participer, Digigo ou signature électronique d'ailleurs, et que je ne peux plus soumettre à un marché sous TUNEPS, ou bien je ne peux plus faire ma déclaration, ou bien, etc. Ce manque de confiance-là va faire en sorte que les prochains services numériques ne fonctionneront pas, où il n'y aura pas beaucoup d'adhésion, et en tant que citoyen, donc la solution, pour conclure, je me sens obligé. Le deuxième point, rapidement, et ça a été fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Poste ici, sur la télédéclaration, à un certain moment, on s'est trompé de base de fichiers sur les débits de compte, et au lieu de prendre le fichier du mois de juin 2021 pour les personnes physiques, on a pris celui du mois d'octobre 2020. Et il y a eu des gens qui se sont retrouvés à découvert, des gens qui ont eu des rejets de chèques, etc., sans aucune communication, ni de la part du ministère des Finances, qui est notre vis-à-vis sur la déclaration en tant qu'entreprise, ni de la part de la Poste. Et donc, il faut aussi que l'administration, la Poste, etc., prennent leurs responsabilités et communiquent. Parce que quand on communique, on remet en place la confiance. Et à la limite, les gens sont beaucoup plus satisfaits après un problème quand il y a eu communication, explication, etc., que quand il n'y a rien eu du tout. Très bien, merci Moustapha Samahni, j'étais un peu pressé, mais Sianis, donc du point de vue de l'entrepreneur, du start-upper, du secteur privé, quelles sont d'après toi les solutions, vraiment les 2-3 solutions importantes? Et je te rajoute une question rapidement. Bon, on ne parle pas de baguette magique, mais on a un état d'exception, ce qui est quand même à peu près la même chose. Donc, quelles seraient, d'après toi, les décisions de rupture de fond qui permettraient de changer un peu la dynamique de tout ça?
Alors déjà, une bonne solution serait d'interdire le fait d'annoncer des plateformes avant leur lancement officiel. Déjà, ce serait bien d'éviter les effets d'annonce par rapport à des plateformes qui ne vont jamais exister. Sinon, la solution, certainement sur l'évolution réglementaire, ce serait moins de réglementation et non pas plus de réglementation. Et on a tendance à avoir plus de détails et plus de réglementation quand on a besoin de changer des choses, et ça, c'est une fausse logique, je pense. Sinon, pour simplifier, c'est vraiment la concurrence et l'initiative. Il faut encourager l'initiative. Comment? Simplement, par exemple, on doit supprimer le capital minimal de 5 millions pour faire des paiements. Donc aujourd'hui, c'est un blocage énorme pour les fintechs et les entités innovantes qui n'ont pas ce capital. Réduire les barrières à l'accès pour les Certainement. On a besoin d'homologuer au moins une autre CA, donc une autre Certification Authority qui peut travailler sur donc ouvrir la porte à d'autres acteurs privés ou publics, peu importe, mais en tout cas qui font la signature électronique sur des produits peut-être niches, mais adaptés à d'autres besoins, surtout sur l'expansion à l'international. Ça pourrait aider beaucoup d'entreprises. Éviter la centralisation en général. Donc, c'est vraiment ne pas donner à un seul acteur 3 ou 4 choses, des projets monstrueux à faire, parce qu'ils vont le faire en série et non pas en parallèle. Et ça ralentit aussi le développement. Quatrièmement, c'est l'APIisation, la standardisation de la relation entre administration et fournisseurs de services. Donc, comment arriver à avoir des API ouvertes que quelqu'un peut réellement utiliser pour avoir d'autres services à valeur ajoutée. Et cinquièmement, pour finir, c'est l'ouverture de l'infrastructure de l'USSD. Aujourd'hui, on parle plus de 5G que du SSD, alors que notre écosystème a besoin d'avoir des ouvertures pour démocratiser l'accès à des services à une population qui soit n'a pas de smartphone ou n'a pas d'accès à Internet à temps plein. On le trouve partout en Afrique. L'exemple, par exemple, de Mali avec Orange. Aujourd'hui, on peut avoir un code USSD sans parler à n'importe quelle entité. Mais on n'a pas ça en Tunisie. La procédure d'avoir accès à un code USSD, elle est quasi impossible. Alors que, par exemple, on le retrouve dans la plateforme IVAX, on la retrouve dans les campagnes électorales pour inscrire les gens dans des élections. Donc, on reconnaît que c'est essentiel pour démocratiser l'accès à des services importants. Et donc, on a besoin d'ouvrir ce genre d'infrastructure comme on ouvre l'Internet pour les autres plateformes. Merci, Anis. Bon, voilà. Donc, merci pour... donc, les solutions existent. On a eu une petite liste là qu'on peut compléter. On va passer la parole à la salle. Juste avant, si j'avais la baguette magique de l'état d'exception, je prendrais une décision. Donc, si vous voulez mon avis, c'est de décider que l'administration n'a plus le droit de faire des applications informatiques. Juste des API, des API sur des bases de données qui gèrent les tokens d'accès à qui ouvrir, pas ouvrir, mais on arrête de faire des applications informatiques au niveau de l'administration. Donc voilà, maintenant on va passer aux questions dans la salle. Oui, donc Monsieur Louis, vous voulez poser une question? Donc on a 15 minutes pour les questions, sauf si la direction du forum veut bien donner plus de parole au public. Vous avez déjà débordé là. Alors on va essayer d'être très bref, tant dans les questions que dans les réponses, s'il vous plaît. Non tunisien, permettez-moi de vous donner un point de vue externe. Je pense que la première chose, le thème de votre débat, vous deviez complètement séparer le service aux citoyens de la notion de caisse. Ce sont deux choses disjointes. Il y a des tas de services qui n'ont pas besoin d'argent, des services d'éducation et autres. Et lier les deux, c'est un mauvais signe, à mon avis. Deuxièmement, ce que j'ai envie de proposer à votre forum, c'est d'inviter l'année prochaine, en 2022, l'Estonie, qui est le pays au monde qui a mis en place le meilleur système de gestion du citoyen de façon spectaculaire, avec une carte autonome, etc. Les patrons de l'Estonie sont prêts à venir parler, et c'est un pays exceptionnel, un petit pays où 100% du citoyen est numérique pour voter, pour s'inscrire, pour tout. Et c'est un exemple très inspirant et qui pourrait donner des bonnes idées, je pense, à la Tunisie. Voilà, merci. Merci. Une autre question, monsieur, qui est-ce qui veut poser une question? Il y a le président. Ah, monsieur Si Ahmed, ici. Excusez-moi, juste après, on vous revient.
Après, on regroupe 3-4 questions et on fait un dernier tour de réponse. Merci, c'est Hichem. Donc, à vous entendre, que vous avez brossé un diagnostic plus ou moins que je qualifierais d'alarmiste de la situation. Elle est ce qu'elle est. Ma question est, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait un déclic, pour que ça redémarre, pour qu'il y ait une vraie digitalisation du parcours du citoyen, que je qualifierais aujourd'hui de parcours du combattant plutôt que parcours digital. Hein? Donc, pour les solutions que vous proposez, il y a un déclic qui doit se faire. Une décision de rupture. Voilà. Donc, on va poser la question à Merci. Une dernière question, monsieur? Il y a beaucoup de questions, donc Merci. peut-être le micro par là. Donc, rapide. Oui. Merci. D'abord, je salue l'audace. Présentez-vous. Ana Wissem Miled, je suis vice-président du club DSI et je suis directeur informatique Dar Naql, donc Volkswagen. Auparavant, DSI de My Club, que je vous connaissez bien, c'est Hichem. Donc, pour commencer, déjà, je salue l'audace et le fait, pour une fois, d'attaquer les problèmes vraiment de fond, de les prendre, de les traiter, de les exposer. Ça, on n'a pas vraiment l'habitude de l'avoir en Tunisie, surtout de personnes occupant des postes, on va dire, dans le public ou ayant occupé Kimassi Mostre. J'ai 2 voire 3 remarques que je souhaiterais exposer. Je vais faire bref, madame, je vais faire bref. La première chose, c'est quand on parle de volonté politique. Tout le monde sait que pour ça, il faut avoir une stabilité politique dans le pays. Et malheureusement, depuis 10 ans, 11 ans maintenant, on n'a rien de tout ça. Et la volonté de ceux qui ont régné sur le pays, je pense, et leur priorité est tout autre que la digitalisation. Deuxième point. Dites-moi si... Oui, un deuxième point et après on passe à une autre question. Un deuxième point, je pense que la Tunisie est dotée des meilleures compétences humaines aujourd'hui pour pouvoir, et de loin, gagner cette bataille-là avec le peu de moyens qu'on peut leur mettre à disposition. Sauf que les jeunes, aujourd'hui, ils ne trouvent pas des portes ouvertes, preuves, ils sont tous en train de partir à l'étranger. Et ça, c'est vraiment une catastrophe pour notre pays. Et il faut absolument qu'on arrive à arrêter ce fléau-là. Pas en les empêchant de partir, mais en leur donnant des horizons et en leur ouvrant le droit Le problème de la fuite des cerveaux. Exactement. Merci. Une dernière question à notre ami là-bas au fond. Désolé si on peut... au fond, s'il vous plaît. Donc, on revient... malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais allez-y. Merci, bonjour. En fait, il ne s'agit pas d'une question, mais je me présente tout d'abord. Donc, Chemem Abdelkrim, je suis directeur du guichet unique au Centre d'études et de recherche des télécommunications. En fait, il me semble que vous avez passé une image un peu sombre. Notre expérience est différente. Il me semble qu'il faut faire une sensibilisation des agents. Il faut aussi travailler sur les textes réglementaires. Il faut réviser les textes réglementaires pour pouvoir simplifier les procédures et pour pouvoir arriver c'est ce qu'a dit Sofiane tout à l'heure. Justement, je rejoins le point de M. Sofiane. Peut-être une dernière question ici et après on passe aux réponses et on clôture, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, en fait, moi, s'il vous plaît, 30 secondes. Public, ministère de l'Enseignement supérieur, et je me sens très impliqué dans ce sujet-là. En fait, le parcours digital citoyen, je le vois comme un fruit sans avoir implanté l'arbre. D'accord. Vous avez une question? Oui, question. En fait, j'espère que ce projet-là fera le sujet de coordination avec les DSI publics. Les DSI publics ne sont pas
ne sont pas interactives entre elles. Donc, si c'était le cas et les décisions publiques sont interactives entre elles, on avait déjà fait le parcours digital. D'accord, merci. On va passer aux réponses, s'il vous plaît, 1 minute chacun pour clôturer et on vous rend le micro. On va faire une première série de réponses et peut-être. Donc, par rapport à la question de Monsieur Louis. J'ai une contribution de 15 secondes. En fait, j'aime bien l'exemple de l'Estonie parce que finalement, c'est le standard international. Extrode, par exemple, ils peuvent inspirer même l'adoption de la technologie pour donner accès non seulement aux administrations publiques, mais aussi à des organismes privés dans l'échange de données pour accéder à... Ça fait 20 ans qu'on en parle, mais bon, pourquoi pas un peu plus, c'est pas grave. Ouais, mais c'est un projet qui est supposé être déployé cette année, normalement, à grande échelle. Sinon, l'autre exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de Irembo.gov au Rwanda. Donc, c'est peut-être plus proche de notre expérience avec l'infrastructure qu'on a aujourd'hui. Et comme inspiration pour le déploiement de solutions, c'est vraiment un excellent exemple. Voilà. Merci. Juste pour répondre rapidement à M. Louis, l'Estonie, c'est un projet, c'est un exemple qui a été présenté dans les rapports dont j'ai parlé tout à l'heure, mais avec une petite pointe d'humour, si vous me le permettez. Si on va parler de l'Estonie, il faudra qu'on ramène dans la salle autant de psychiatres et de psychologues que de DSI. Pour une raison bien simple, parce que tout ce public-là sortira frustré. Il se sentira mal. Et il faudra prévoir pendant tout le reste du week-end des thalassothérapies, des thérapies de groupe. Et j'espère que, dans ce cas-là, lundi matin, ils seront en forme pour pouvoir reprendre le travail. Le lien entre l'argent et les services. Bon, c'est vrai, pas tous les services administratifs nécessitent un paiement. Donc, alors que je suis tout à fait d'accord. Donc, il y a pas mal de services qui n'ont pas ce problème de paiement. Et donc, on peut commencer avec, indépendamment de cette question de résoudre les problèmes de paiement. Je reviens peut-être à la demande de Sid Ahmed, déclic. Peut-être en 2 mots. Toujours connaissant la culture de l'administration tunisienne et la culture du Tunisien en général, la décision ne peut être que politique. Premièrement, interdire la publication des photos, des signatures des conventions et des MOU et tout cela, en fait, parce que ça devient le KPI de tout responsable, c'est d'être en fait présent sur Facebook. Première chose. Deuxième chose, quand on veut qu'un projet se termine à temps et qu'un projet où tout le monde contribue à la résolution du problème, on le qualifie un projet présidentiel. Aujourd'hui, peut-être pour avoir des services, il faut arrêter 2, 3, 4 services et les décréter. Il faut les faire avant telle date et ce sera un contrat objectif entre le président de la République et ses ministres ou ses directeurs généraux des entreprises. Merci. Sans cela, ça reste à la volonté des gens. Merci, Si Sofiane. Si Chaouki, donc pour conclure et répondre à Sid Ahmed, quel est d'après vous l'acte qu'il faudrait pour créer un déclic dans le pays dans ce domaine? Je crois qu'on a besoin d'un accélérateur. Espérons bien qu'on n'aura pas besoin d'une autre crise de Covid pour accélérer la transformation digitale. Le premier volet, c'est d'instaurer le cadre ou de réviser ou de mettre en place le cadre PPP. Et c'est très important, l'expérience l'a déjà prouvé au cours de la crise Covid dans la mise en place de la solution EVAX. Et deuxièmement, je crois que sensibiliser les gens par rapport à la question de la volonté politique dans l'absence de la stabilité politique et dans ce cadre exceptionnel, je crois qu'on aura besoin d'une décision top-down qui pourra nous obliger à accélérer notre transformation digitale, chose qui a été déjà demandée hier par le président de la République
pour mettre en place une solution de e-participation au profit de tous les citoyens de la Tunisie. Donc je crois que le fait de rendre la stratégie de transformation digitale une stratégie de l'État, ça peut aider à accélérer la transformation digitale. Merci. Merci Sichaouk et merci à tous, merci à tout le public. J'espère que le contenu vous a plu et à une autre fois. Merci. Merci à vous. Ok, merci beaucoup messieurs les panélistes. On a vu que le débat était très tendu, très sérieux. Et vous avez dressé, allez-y, vous pouvez y aller. Et puis c'est vrai que, mais retenez quand même, on est toujours le riche ou le pauvre de quelqu'un. Ça c'est important. Venez en Afrique subsaharienne, venez au Congo chez moi. Voilà. Merci beaucoup messieurs.